Ici Mario Teixeira avec mon partenaire et mentor, Monsieur Motivation lui-même, mon ami Ray Vincent. Comment ça va? Il mentore. De mieux en mieux, comme toujours, le docteur. Hey, merci, merci. Bon, ben, bienvenue, Ray. On va parler aujourd'hui de notre troisième émission sur la santé. Aujourd'hui, on parle de la santé psychologique. Hein? C'est assez important comme aspect de la santé, je pense. Et surtout dans nos vies remplies avec toutes sortes d'événements. Alors, la psychologie et la santé, c'est quoi le rapport? Pourquoi c'est si important? Comment on peut faire pour améliorer notre santé psychologique? Puis on va parler aussi de la paix d'esprit, on va parler de la méditation, puis on va parler de l'attitude. Alors Ray, toi, ça fait longtemps que tu étudies le pouvoir du subconscient, le pouvoir du conscient. Alors, pourquoi c'est si important dans notre panoplie de sortes de santé physique, émotionnelle, pourquoi psychologique et pourquoi c'est important? Bien, je pense que le corps qui est doté d'une intelligence tout à fait impersonnelle, c'est comme une grosse éponge à nos émotions, à nos sentiments, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on perçoit. Et mon corps, évidemment, lui, il ne demande pas mieux que d'écouter. Et lorsque on réalise que mon corps ne demande pas mieux que d'écouter, ben j'apprends à lui parler. OK. Je parle à mon corps. Il y a une petite expérience qui est intéressante que je dis depuis quelque temps. Ma conjointe Christine me fait parvenir un article sur des recherches scientifiques d'Américains. On a placé des hommes et des femmes de 70 à 80 ans dans un monastère et pendant une semaine de temps, on a fait vivre ces hommes et ces femmes-là 22 ans en arrière. C'est-à-dire? Ils regardaient des émissions de télévision d'il y a 22 ans. Ah, OK. Ils lisaient des journaux d'il y a 22 ans. OK. Ils regardaient des photos d'il y a 22 ans. Ils étaient parachutés 22 ans en arrière. OK. Et durant la semaine, évidemment, c'est différent pour chaque personne. Il y a même des hommes et des femmes qui avaient des cannes qui ont laissé tomber leurs cannes. Ah, ouais. Il y a même des hommes et des femmes qui avaient des courbatures prononcées et ont commencé à marcher plus droit. Tu veux dire comme s'ils avaient rajeuni? Ouais. OK. Ouais. Et ça, c'est juste une semaine, là. Dans leur état d'esprit, dans leur mental, dans leur vision, dans leur visualisation et dans leur langage aussi. On parlait, disons qu'on est en 2015, on retourne 22 ans en arrière. On est où il y a 22 ans? Hein? Quelque part loin en arrière. Quelque part loin en arrière. Ouais. Hein? Bon, la même chose. On parle comme si on avait 22 ans de moins. OK. Et le corps, malgré lui, est embarqué dans ce jeu-là. OK. Il est embarqué dans ce jeu-là. Je ne sais pas si le nom Claudia Rainville vous dit quelque chose. Claudia Rainville, qui est une conférencière québécoise, OK. une écrivaine assez exceptionnelle. Elle a vécu différentes expériences dans sa vie, est allée aux Indes et tout. Et selon ses expériences à elle, on vit tous des moments difficiles, psychologiquement. Des souffrances, des douleurs, des pertes, des décès, des faillites financières, des faillites de couple, des faillites sociales. Puis elle a découvert que pour s'en sortir, il fallait se créer un autre cinéma mental. OK. Se recréer une autre image, se recréer une autre raison. Moi, je vais dire régulièrement, à travers une grande tristesse, il y a une grande bénédiction. À travers une grande faiblesse, une grande force. Mon attitude, c'est de trouver, même si ça va mal, une raison plus grande que le mal que je vis. OK, OK. Donne-moi un exemple. Que, par exemple, je sais pas, moi, t'arrives puis ton auto s'est fait voler. Bon. Alors, c'est sûr que c'est pas le fun. Ça m'est arrivé, d'ailleurs. Ouais. Il y a quelques années, je sors du restaurant. Je pensais que j'avais une crise d'absence, un plan de mémoire majeur. Ouais. Je cherche mon auto, trouve plus mon auto. Wow! Pourtant, je venais de l'acheter, là, ça faisait peut-être un mois que je l'avais. OK. Et, bon, on fait quoi? Là, avant qu'on réalise vraiment qu'on s'est fait voler notre voiture, il se passe un paquet d'affaires dans la tête. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai stationné à bonne place? J'ai-tu une crise d'absence? C'est quoi? Évidemment, après un certain moment, tu réalises que tu t'es fait voler ton auto. Alors, tu appelles la police. Évidemment, je vous dirais pas que c'est une situation agréable, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas un feeling agréable. Mais, dans ma philosophie à moi, je me suis demandé où est-ce qu'il y a la bénédiction là-dedans. Évidemment, je vais me faire un autre cinéma mental. Je vais me créer des raisons
qui vont me permettre de vivre cette expérience-là d'une façon constructive. Et chacun d'entre nous, on a nos raisons. Si je me suis fait voler cette voiture-là, peut-être que moi, je parle pas de celui qui me l'a volé, puis je souhaite pas de mal, peut-être que moi, qu'avec cette voiture-là, j'aurais eu un accident, disons, avec ma femme, mes enfants. Peut-être, on ne sait pas. Une des hypothèses, dans le fond, oui. c'est une catastrophe possible qui a été évitée. Oui, absolument. Okay. J'arrive en retard, je manque mon avion. Mais peut-être que j'avais pas à faire ce voyage-là inconsciemment. Okay. Nos grands-mères disaient, les voies de Dieu sont insondables. Oui. Okay? Si les voies de Dieu sont insondables, j'ai pas besoin de tout comprendre maintenant pourquoi ça m'arrive. OK. Et, mais au moins de trouver, pour que ton attitude soit quand même positive, trouver quelque chose que tu peux convertir soit en leçon, soit en une bénédiction. Nos grands-mères disaient, la Sainte Providence va s'en occuper. Mm-hmm. Évidemment, ils avaient un lâcher-prise constructif, souvent excessivement remarquable. Il arrive 1 ou 2 personnes de plus à la maison, puis s'il y en a pour 10, il y en a pour 12. Ben ouais. Eux autres cherchaient toujours, pas tous, beaucoup d'entre elles cherchaient toujours une raison constructive pour changer cette situation-là émotivement. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes font des dépressions. Et évidemment, moi, je ne possède pas la vérité absolue. Je ne suis pas un médecin, un psychiatre, psychanalyste, tout ça. Mais on réalise que souvent, beaucoup de ces hommes et ces femmes, ils ont des décisions à prendre, puis ils ne les prennent pas. OK. Et vu qu'ils n'ont pas le courage, peu importe la raison, ne pas les juger, de prendre des décisions, ils vont aller dans des pilules, ils vont aller dans des dépressions, dans des excès alimentaires, dans des excès d'alcool, et certains d'entre eux, ou elles, dans la drogue. Mm-hmm. Ils ont des décisions à prendre. Ils veulent pas les prendre. C'est comme s'ils fuient, dans le fond. Ils fuient, puis souvent, on demande à la vie de prendre des décisions à notre place. Mm-hmm. Souvent, quand la vie prend les décisions à notre place, c'est peut-être pas vraiment toujours de la bonne façon. Non. Puis de toute façon, de ne pas décider, c'est une décision en soi. Absolument. De ne pas décider, c'est comme une fuite. Ben oui. C'est comme un retrait. C'est une décision de ne pas décider. Exactement. Alors, c'est pour ça que nous autres, dans nos enseignements, sans dire que nos enseignements sont infaillibles, on va dire, lorsque tu as analysé le pour et le contre, sérieusement, avec discernement, prends-en une décision. Peut-être qu'elle va être mauvaise, mais au moins, tu vas avoir pris une décision. Tu vas savoir qu'elle est mauvaise. Et puis en plus, ça nous responsabilise face à ce qu'on essaye d'accomplir. Oui, absolument. Vous savez, vous avez vécu ça, les gens qui nous écoutent ont vécu ça. Vous allez en auto, vous vous promenez, puis là, c'est l'heure du dîner, vous demandez aux enfants, où aimeriez-vous aller dîner? Et les enfants de répondre, n'importe où. Évidemment, moi, je fais ça comme un jeu. Je dis aux enfants, comme ça, on peut aller manger n'importe où. Ouais, chez SO. Ils ont dit oui. Alors, vu qu'on peut aller manger n'importe où, on va retourner à la maison. Ah! Non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Ben oui, mais vous m'avez dit n'importe où. Ça compte. Ben, n'importe où, ça peut être à la maison. Alors, des enfants, tu leur demandes, qu'est-ce que vous aimeriez manger? N'importe quoi. Uh-huh. Ah, comme ça, vous aimeriez manger n'importe quoi. Alors, on va aller manger des fruits de mer tout à fait exotiques. Puis dans les fruits de mer, il y a comme des anguilles, là. Il y a comme des mini-serpents puis des mini-lézards. Non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Alors, moi, je disais à mes enfants, écoutez, vous avez un choix à faire. Si vous me laissez, moi, faire votre choix, c'est moi qui est responsable de vous emmener où ce que je veux. Si vous voulez aller quelque part à votre goût, bien, vous devez le décider. Alors, vous voulez aller manger où? Chez McDonald's? Subway? Harvey's? Où vous voulez aller manger? Et là, je les invitais, d'une façon humoristique, à faire un choix. Oui. À prendre une décision. Prendre position. Tu te promènes avec ton conjoint et ta conjointe, puis tu dis, ben, on va où? Où tu voudras. Ouais. Et là, tu vas quelque part, puis l'autre est pas d'accord. Ben ouais. Hein, regarde, tu m'as donné le choix, puis tu m'as dit, ben, où tu voudras. Fait que je vais aller là. Puis là, la personne est pas contente comme pressée. La majorité des problèmes psychologiques, ce sont des problèmes indécisionnels. Les gens décident pas. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas clair, c'est pas net, c'est pas précis. Vous, on a des GPS. Écoutez, rentrez le nom de la rue puis la ville, puis si vous ne rentrez pas le bon code postal,
c'est possible que vous arriviez sur la même rue, sur la même adresse, mais juste à côté. Ouais. C'est déjà arrivé à ma fille, d'ailleurs. « Hey, père, je trouve pas la... Ah oui, mais tu as rentré le code postal dans ta GPS. » Non. Ben oui, mais le code postal, c'est là qui est important. Parce que tu peux avoir le même nom, la même rue. Ailleurs. Ailleurs. Ouais. Ben, juste la petite ville à côté. Et l'idée là-dedans, c'est d'être clair, net et précis. Évidemment, c'est bousculant, les hommes et les femmes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils s'en vont, qui sont capables de prendre des décisions. Celui ou celle qui prend toujours la décision, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui a l'odieux. Celui qui divorce, celle qui divorce. Celui qui porte le blâme, c'est le responsable. C'est le responsable. Mais c'est aussi celui qui est libre, celui qui est responsable. Exactement. Mais vu qu'il y a un gros pourcentage de gens qui c'est des suiveux et des suiveuses, ben on blâme celui qui prend des décisions. Mais oui. On le blâme. Puis quand il a pris la mauvaise décision, on le blâme encore davantage. Ouais. C'est de sa faute si on est arrivé à la mauvaise place. Peut-être pour ça que souvent, il y a des gens qui décident de ne pas décider parce qu'ils veulent pas être blâmés, justement. Ben, ils veulent pas être responsables. Mais moi, je pense que ça nous rend la vie beaucoup plus, je veux pas dire pimentée, là, mais je veux dire plus d'action, plus de facettes de la vie que tu vas goûter quand tu prends des décisions. Exactement. Parce que tu es toujours prêt à aller de l'avant. Oui, puis il y a un phénomène aussi, c'est que quand tu prends pas la bonne décision, as-tu les nerfs pour accepter les conséquences? Ouais. C'est facile à dire, à faire ces deux. As-tu les nerfs pour accepter la conséquence? Puis aussi, à l'inverse, quand tu prends une bonne décision, puis que tu as un succès avec, puis que les autres t'ont dit non, c'est pas ça. C'est pas de ta faute, c'est la faute des autres. C'est ça. On te l'avait dit que ça marcherait. Ou on te l'avait dit que ça marcherait pas. Et c'est toujours ce phénomène de mettre la faute sur les autres. Ouais. C'est la faute de papa, de maman, de mon oncle, de ma tante, de ma femme, de mon mari, de mes enfants. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'hiver, c'est la faute de l'été, c'est la faute de tout le monde. Fait que donc, si je comprends bien, si on veut avoir une meilleure santé psychologique, la première chose à faire, c'est d'être capable de prendre une décision puis de l'assumer. Et de savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à dire, vous voulez quoi? Quels sont vos objectifs? Sont-ils clairs, nets et précis? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie? Sont-ils quantifiables? Avec les années, on a réalisé que tout l'univers fonctionne avec des rythmes, des cycles. Tout l'univers est mathématique. Et on fait partie de l'univers. Et notre corps est mathématique, notre cerveau est mathématique, notre cœur est mathématique, nos poumons sont mathématiques. Et si on n'est pas capable de réaliser ça, ben on a un certain problème. On parlait de prendre une décision, puis c'est important de prendre la responsabilité. Puis quand tu parlais de quand on a notre auto, on se fait voler notre auto, ben c'est peut-être un signe, ça, que l'univers veut nous dire, ça te prend une nouvelle auto. Encore? D'une part, ça peut être ça. Mais ça peut être signe aussi qu'avec cette voiture-là, peut-être, parce que les voies de Dieu sont insondables. Ouais. Peut-être que tu aurais pu avoir un accident, blesser ta famille, blesser tes enfants, blesser quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Peut-être, on ne sait pas. Et évidemment, on ne souhaite pas de mal à la personne qui l'a volé, mais c'est une chose qui est possible. On arrive en retard, puis on manque l'avion, mais peut-être c'est bon parce que l'avion est tombé. Ou peut-être que dans tel pays, j'aurais été malade. L'idée là-dedans, c'est de trouver une cause, c'est fabriquer une cause qui me perturbe pas émotivement. En fait, même qui te rehausse jusqu'à un certain point, qui t'avantage, qui te donne un point de vue, qui te donne un plus. Absolument. Même si c'est un événement tragique ou négatif, il peut avoir un plus. Je suis devenu un meilleur homme et une meilleure femme à travers une expérience douloureuse. Facile à dire, à faire ces deux. Je reviens à réfléchir à devenir riche. Je me souviens, les premières années, je lisais ça. Il disait, fixe un montant, fixe une date. Là, j'avais de la misère à fixer un montant, j'avais de la misère à fixer une date parce que je me disais, oui, mais si je ne l'atteins pas à telle date, je fais quoi? J'abandonne? J'avais de la misère à comprendre l'effet mathématique. Le cerveau a besoin d'un chiffre, a besoin d'une date, a besoin d'un montant. Et avec les années, j'ai compris ça. Évidemment, c'est certain que si je veux gagner 50 millions à la loterie, puis je mets la date la semaine prochaine, c'est possible que j'aie une certaine déception comme principe. Mais si je suis en affaires, et c'est ça mon objectif, mais ça peut peut-être prendre 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais ça me prend un GPS pour faire des étapes que je dois franchir comme principe. Oui, notre cerveau fonctionne mieux quand il y a une direction claire. C'est absolument ça, parce que, regardez, Mario, je reviens souvent à des exemples que tout le monde peut s'identifier. Moi, je parle français, c'est pas de ma faute. Je suis venu au monde dans un milieu francophone. Toi, tu parles français en espagnol, c'est pas de ta faute. Italien.
Italien, je m'excuse. Ouais, un peu espagnol. Un peu espagnol. Italien. Puis t'es trilingue parfait. Pourquoi? Ouais. C'est pas de ta faute. T'es élevé là-dedans. C'est ça. Tu sais, t'es pas plus intelligent que moi, t'es pas plus intelligent que le voisin qui parle le grec, l'anglais, puis le français, puis ma sœur en parle 5. Là. Bon, ta sœur en parle 5. Pourquoi? Mais elle est devenue responsable parce qu'elle voulait en apprendre d'autres. C'est ça. De les sa 3 naissance, premières, c'était les faciles. Les 3 premières, c'était les faciles. Tout ça pour vous dire une chose. Et évidemment, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Et dans toutes les sessions qu'on a suivies, Mario, on a réalisé que on est héréditaire de beaucoup de choses. Premièrement, moi, c'est pas de ma faute si je suis un homme. Mm-hmm. C'est pas de ma faute si j'ai les yeux bleus. C'est pas de ma faute si j'ai le teint pâle. C'est pas de ma faute si je mesure, disons, 5 pieds 8. Je mesure pas 5 pieds 4, 5 pieds 4, puis je mesure pas 6 pieds 3. Ça, c'est physique. J'ai hérité physiquement de mon père et de ma mère. J'ai hérité physiquement de mes grands-parents, les arrière-grands-parents, ainsi de suite. Mais ça, c'est physique, là. Mais j'ai hérité d'autres choses aussi. Mais oui. Si j'ai hérité physiquement de mes parents, j'ai hérité aussi psychiquement de mes parents. Leur mémoire ancestrale. Leur mémoire ancestrale. OK? Mm-hmm. Et en général, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu de grandes souffrances, de grandes insécurités, de grands abus. Et toutes ces émotions-là sont transmises de génération en génération. Mais oui. Alors, c'est-à-dire que nos craintes, nos peurs, on a hérité de ces grands-parents qui étaient toujours à se protéger contre les éléments de la nature. Je me souviens, j'ai déjà vécu avec une conjointe et son père se levait la nuit pour partir le feu de foyer parce qu'il y avait des glaçons l'hiver au plafond. Eh boy. J'exagère pas, ça fait pas des siècles, là. Mm-hmm. Alors, eux autres, ils ont connu cette forme de pauvreté-là. Et ça, l'insécurité financière, des fois, ou même l'insécurité entre conjoints et conjointes, est héréditaire, parce qu'on a vu notre père ou notre mère se détester à certaines occasions, abuser l'un de l'autre, faire souffrir l'un de l'autre, consciemment ou inconsciemment, parce que les autres aussi ont hérité de ça. Alors, il faut pas se blâmer à 100% de tous ces problèmes émotifs, psychologiques qu'on a. Oui, il y en a là-dedans qui ne sont pas nécessairement notre faute à 100%. Exactement. Dr. Land, au Ho'oponopono, Zéro Limite, dit on n'est pas responsable de 95% de nos réactions. Pourquoi? Parce qu'on les a héritées. Eckhart Tolle dit ce sont des corps de souffrance qu'on a hérités de papa, de maman, de la société qui nous entoure. Puis qu'on nourrit. On nourrit. On nourrit inconsciemment. Ah, oui. Inconsciemment. Et ce sont des choses qu'il faut prendre conscience pour pas assumer à 100% le blâme. Je ne veux pas dire de se déculpabiliser à 100%, c'est pas de ma faute. Dr. Land, il dit, c'était peut-être pas de ta faute, mais c'est de ta faute aujourd'hui à 100%, la façon que tu l'interprètes. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est 100% ta faute. C'est 100% ta faute. Tu es à 100% responsable de ta réaction émotive. Les 2 tours sont tombés à New York. Je suis pas responsable, mais je suis responsable à 100% des émotions que ça provoque chez moi, Ben oui. que je peux changer. Alors, c'est-à-dire que au niveau psychologique, on a un certain nettoyage à faire. On a une certaine compréhension à accepter qu'on a hérité de papa puis de maman puis de nos ancêtres. Et eux autres, ils ont souffert. Et même au point de vue cerveau, on parle du cerveau reptilien. Il existe dans notre cerveau une glande qui s'appelle l'amygdala. L'amygdala, c'est une glande qui est faite en forme d'une amande. Et l'amygdala, son rôle, c'est le veilleur. L'amygdala, son rôle, c'est de faire porter attention à tout. C'est quasiment de te garder en alerte constamment. Et souvent, l'amygdala, cette glande-là, te garde en alerte pour des choses qui n'existent plus. Non, on se faisait courir après par des lions puis des hyènes. C'est ça. Et prenons ça d'une façon tout à fait neutre. Combien de nos femmes ont été agressées par des hommes? De 1001 façons, consciemment ou inconsciemment, verbalement, physiquement, à un tel point qu'il y a des femmes qui veulent avoir des enfants puis ils ne veulent pas avoir de filles parce qu'ils ne veulent pas que leurs filles passent et vivent ce que les autres ils ont vécu. Pourquoi? Parce que les autres ils ont été discrédités. Ça peut être par un père, un oncle, une tante
ou les hommes qui les entourent ou quoi que ce soit. Et donc, c'est un rejet inconsciemment de leur féminité, puis ils sont pas responsables d'être une femme. Ils sont venus au monde femmes. Ben ouais. Puis certains hommes qui sont complètement des ignorants abusent de leur ignorance souvent au détriment de nos mères, de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles. Et ces femmes-là, il y en a qui réagissent bien, il y en a qui réagissent mal, il y en a qui ont un système d'autodéfense plus fort que d'autres. Et il y en a des femmes que ça les perturbe énormément de se faire traiter de toutes sortes de façons, de toutes sortes de noms ou se faire diminuer aussi, de toute façon. De se faire diminuer. Et l'homme, lui, qui est élevé dans un contexte d'homme qui respecte pas ça, reproduit le même pattern. Ben oui. Et ça, c'est un facteur qui est important. Alors, les troubles psychologiques, on les crée pas soi-même à 100%. On en a hérité une grande, grande partie. Ouais. Sans condamner papa et maman, sans condamner nos ancêtres. Parce qu'ils ont quand même donné du bon. Oui, mais on en a hérité du bon et du moins bon. Ben, je sais que, écoute, au niveau des hommes et des femmes, il y a des différences majeures, c'est sûr, on le constate. Moi, j'ai une théorie là-dessus, puis je te l'ai partagée quelquefois, mais je pense qu'on va partager ça avec les gens qui nous écoutent. Les femmes, vous allez être bien contentes d'entendre ça. C'est qu'en fait, scientifiquement, il a été prouvé que quand on est un fœtus jusqu'à l'âge de 3 mois, pendant la période de gestation, on est tous femelles. Tout le monde. Quand nous, on a reçu notre chromosome Y qui a commencé à faire de la testostérone, ça a commencé à modifier l'équipement femelle qu'on a tous en équipement mâle. Ouais. C'est-à-dire que notre équipement a été modifié et il nous reste encore des vestiges. Des vestiges. La preuve, c'est que quand moi, je me regarde dans le miroir, Ray, j'ai des mamelons. Ben moi aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, des mamelons? Ben oui, je comprends pas ça, là. Pourquoi? Ben, un de mes amis disait au cas où. Que... Ben, t'as raison de dire ça parce que si mon chromosome Y avait pas enclenché au 3e mois de gestation, il fallait que je les aie, ces mamelons-là, parce que j'aurais été femelle. Absolument. Bon, mais parce que, à cause de ce fait-là, moi, je pense que la femme, c'est l'espèce et nous, les hommes, on est la sous-espèce. La sous-espèce. On est la mutation, on est le hybride, mais pas la femme. La femme est originale, elle, dans tout son équipement. Absolument. Fait que les femmes ont un gros avantage sur nous autres. Elles sont originales. Nous autres, on est des hybrides modifiés. Peut-être une raison inconsciente que les hommes ont tellement abaissé les femmes pendant des siècles et des siècles et des siècles. On abaisse ceux qu'on craint. Ben oui, puis on le sait que les femmes sont bien plus fortes que nous, là. Dans bien des façons. De mille et une façons. Bonjour, comment allez-vous? Nous, on va de mieux en mieux, comme toujours. Et vous, comment ça va? Très, très bien. Bon, je vous félicite de votre émission. Merci. Et c'est concernant, quand vous parlez de l'hormone, tout ça, puis moi, je fais référence à l'homosexualité. Hein? D'accord. Je me demande, est-ce que ça a un lien, parce que vous avez quand même vous n'avez pas fait le lien, mais moi, dans ma tête, j'essaie de faire le lien. Je me demande s'il y a un lien hormonal par rapport à ça, où les gens décident d'être homosexuels, tout ça, serait quoi le lien par rapport à ça? C'est tellement une bonne question, Mme Lynn. C'est vraiment bon. C'est sûr qu'on a un expert dans le cerveau et la façon d'interpréter les choses avec nous. Et on a parlé souvent du côté hormonal. Alors, c'est sûr et certain qu'on sait maintenant que c'est pas un choix. Les gens arrivent sur la planète avec cette disposition-là et on sait que c'est relié aux hormones. Alors, Ray, peut-être tu pourrais donner une réponse un peu plus claire à nos auditeurs. Évidemment, ce n'est qu'une opinion. Je ne suis pas un scientiste dans le domaine des hormones, mais selon nos recherches personnelles, nous croyons que nous avons différents degrés hormonaux chez nous. Il y a des femmes qui ont plus d'hormones féminines et masculines. Il y a des hommes qui ont plus d'hormones féminines et masculines aussi. Oui, c'est vrai, ça. Et ça, on le voit à travers les Olympiques. En 1976, par exemple, il y a un médecin canadien qui a découvert qu'en Russie, il y avait des femmes qui participaient aux Olympiques et au point de vue morphologie physique, ils avaient l'air des hommes. Oui, physiquement, il avait l'air des hommes. Il avait une musculature hyper masculine. Alors lui, ça l'a vraiment intrigué à un tel point que, dans sa question, il s'est demandé est-ce que ce sont vraiment des vraies femmes? Évidemment, on sait maintenant, scientifiquement, il y a des tests qui se font, des tests de salive, des tests de sang,
Et ce médecin-là, en 1976, ça a créé évidemment un choc au niveau du monde olympique. Il a découvert que ces femmes-là produisaient de la testostérone en quantité extraordinaire comme un mâle. OK. Et évidemment, maintenant, on est en 2014, et aux Olympiques, ici au Canada, quelques années plus tard, toutes les femmes qui participaient aux Olympiques devaient passer un test de salive pour s'assurer que leur taux hormonal était vraiment le taux hormonal d'une femme. Et ça a créé, évidemment, là, de très gros conflits en Russie, au Japon, en Chine, parce qu'on savait en Russie et au Japon et en Chine qu'il y avait des femmes plus mâles que d'hommes. Et on sait, maintenant, on a eu même un très gros débat récemment aux Olympiques avec une femme africaine, une hermaphrodite. Oui, je me rappelle. Où cette femme-là produit de la testostérone en aussi grande quantité qu'un homme. Et même, on a voulu la bannir des Olympiques. Puis finalement, elle a eu gain de cause. Mais il en demeure pour moi que la science, maintenant, découvre qu'il y a des hommes qui sont plus féminins que d'autres, qu'il y a des femmes qui sont plus masculines que d'autres. Puis on est tous égaux dans nos diversités. Et l'objectif là-dedans, c'est en bout de ligne, c'est l'acceptation et l'amour de ce que nous sommes. Qu'on soit homosexuel, qu'on soit hétérosexuel, l'idée là-dedans, c'est qu'en bout de ligne, tant qu'il y a de l'amour, qu'il y a du respect, qu'il y a de l'admiration, on est égaux dans nos diversités. Oui, c'est ça. On n'a pas à juger dans nos ignorances du passé qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Non, puis de toute façon, c'est dans la réalité dans laquelle on vit. On le voit, il y a des hommes. En fait, on a les deux. Les hommes et les femmes, on a les deux. Absolument. C'est qu'on a différentes proportions. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Mme Lynn? Bon, je vous en remercie, mais il faudrait quand même en parler assez souvent pour que les gens soient conscients de cette réalité-là, parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. Oui, merci de votre question, madame. Merci beaucoup, Mme Lynn. Merci, bonne journée à vous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Merci bien. Au revoir. Bye-bye. Merci, au revoir. Bon, alors, c'est bien clair hein, que dans nos vies, on voit toutes sortes de situations. Puis des fois, on se pose des questions. Puis ça affecte comment on pense, ça affecte nos émotions, ça affecte qui on est. Au niveau psychologique, toi, dans ton livre, le dernier s'appelle Focus, que tu as coécrit avec Jacques Lépine du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Je pense que c'est dans le 4e chapitre où tu parles du côté psychologique, un esprit sain dans un corps sain, où chercher l'équilibre. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'ici, tu dis, c'est être riche et en santé, c'est l'idéal. Nous prenons tous de l'âge et beaucoup d'entre nous aspirent à vivre longtemps avec l'énergie de la jeunesse. Alors, explique-nous ce que ça veut dire puis comment on peut garder notre psychologie propre, dans le fond. Je disais tout à l'heure que c'est très important de réaliser que notre corps est à notre écoute. Notre corps nous perçoit, nous entend. Et plus on va lui parler constructivement, plus il va réagir d'une façon constructive. C'est prouvé scientifiquement maintenant que si on parle à notre cœur et on lui demande de ralentir, ben à force de lui dire, graduellement, il va ralentir. Oui, ça a des effets physiques. Ça a des effets physiques. J'invente absolument rien, c'est prouvé scientifiquement. Alors, on prend tous de l'âge. Oui. OK? La majorité des gens, à part que dans leurs exceptions, ils veulent vivre longtemps, mais ils ne veulent pas prendre d'âge. Oui. OK? Moi, j'ai 70 ans aujourd'hui. Ça paraît pas pantoute. Non, mais je me dis, garde, je veux vivre longtemps sain de corps et d'esprit. OK? Si je veux vivre longtemps sain de corps et d'esprit, je dois accepter constructivement l'âge que j'ai. Je me souviens, ma sœur, à l'âge de 50 ans, a quasiment fait une dépression parce qu'elle avait 50 ans. Elle a 14 ans plus jeune que moi. Je dis, voyons donc, j'ai pas hâte d'avoir ton âge en face. Ouais. L'idée là-dedans, c'est que on est tous sujets à vieillir. On est tous sujets à des modulations hormonales. On est tous sujets à différentes réactions physiologiques et biologiques. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, moi j'ai 6 enfants, 11 petits-enfants, mais j'ai un fils de 18 ans qui récemment a terminé son secondaire. Maintenant, il est au cégep, puis tout ça. Et c'est pas parce que moi je suis parfait ou ma conjointe est parfaite, loin de là, mais évidemment, on a des croyances différentes de la majorité des gens. Mon fils, il revient de l'école d'une bonne journée, puis là, il est en colère parce que la maîtresse, la femme professeure, est dans sa semaine. Ah, oui. Alors, je n'ai déjà parlé, oui, je le répète. Moi, je tolère pas ça. Mais quels sont les hommes qui s'objectent à ça?
Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'a presque pas. Non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je dis, Tom, regarde, Tom, là, t'es dans le champ, là. Tu rentres dans le même pattern de l'ignorance de tous les garçons de ton âge et leurs parents. Regarde, on va changer cette fréquence-là. Parce qu'une chance que ta mère a eu une semaine, sans ça, ce serait pas là. Alors, je l'ai déjà raconté, ouais. Je la raconte. L'idée là-dedans, c'est que nous avons un peu le devoir de passer de l'ignorance à la connaissance. Ça ne veut pas dire que je sais tout, je connais tout et j'interprète tout, mais au moins, de faire au moins un effort pour essayer de comprendre ce que nos parents n'ont pas compris parce qu'on leur a pas enseigné la différence. Premièrement, essayer de se comprendre soi. John Gray, qui écrit le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », il dit « Les hommes sont des sprinters au niveau hormonal. On donne des coups puis on s'écrase. Ouais. On est comme ça sexuellement. Ouais. Les femmes sont des marathoniennes. Ouais. Elles partent et sont pas tuables ou presque. OK? Alors, on est égaux, mais différents dans nos diversités. On peut pas... Moi, je me souviens, je donnais des conférences au grand public pendant des années, puis il y a des gars qui disaient, ça serait donc le fun si les femmes pensaient comme nous autres. Eh boy. J'ai dit, les gars, pas de problème, trouvez-vous un autre gars, il va penser comme toi. Ouais. Et les femmes disaient, hey, ça serait donc le fun si les gars pensaient comme nous autres. Je disais, les filles, il n'y a pas de problème, trouvez-vous une autre femme, elle va penser comme toi. On peut pas penser pareil. On peut pas penser pareil. On pense différemment, mais on est égaux dans nos diversités. Ça. Alors, c'est certain que, écoutez, Mario, vous êtes père. Est-ce que le manuel d'instruction est arrivé avec votre enfant? Non, elle cherche encore. Non, c'est ça. Et vous avez une conjointe, Pas plus de manuel. Il n'y a pas de manuel non plus. Le manuel d'instruction vient pas avec le conjoint, la conjointe, vient pas avec les enfants. Ouais. Alors, automatiquement, c'est de l'essai et de l'erreur. Et évidemment, selon la culture, selon la religion, peu importe la religion que je respecte, on a hérité aussi de faux préceptes. Ben oui. Faux préceptes sur la femme, faux préceptes sur l'homme, faux préceptes sur les enfants, faux préceptes sur une foule de choses. Des vieilles notions qui ont été perpétuées, qui sont vraiment dans l'ignorance. C'est ça. Puis là, le nouveau pape François, je me souviens pas de son chiffre, là, François disait, écoutez, notre religion est faite autant pour les hétérosexuels que pour les homosexuels aujourd'hui. Il dit qu'il a hâte qu'il y a des femmes prêtres ordonnées, des femmes évêques, des femmes cardinaux, et qu'il a hâte qu'il y ait une femme pape. Wow. Et imaginez-vous le choc culturel, religieux, mondial. Il y a 10 ans, c'était le contraire. Exactement. Puis il disait aussi que Adam et Ève, c'était une fable. Il croit au Big Bang, à la théorie d'évolution. Évidemment, c'est complètement renversant. Parce qu'à une certaine époque, il y avait aucune ouverture, aucune place pour penser qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être différentes. Et là, lui arrive avec ça. C'est ma fille de 21 ans qui dit, papa, regarde ce que le pape François vient d'écrire. Il dit, regarde, il dit ce que tu disais il y a 40 ans, papa. Wow. Hein? Et lui, il dit, là, on est en 2014, on s'en va en 2015. Alors, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un point d'interrogation. On se pose des questions. Regardez, il y a 100 ans, on voyageait à la vitesse du cheval. Aujourd'hui, à la vitesse du son. Là, imagine, là, je suis un homme, moi, puis j'écoute ça, puis je me dis, bon, mais OK, c'est beau, là, je comprends pas tout à fait encore ma femme, mes femmes, les femmes, mais j'ai pas tout à fait encore compris, même moi, les hommes, comment nous autres, on est. Alors, peux-tu nous éclairer un peu, Rick? C'est quoi, comment un homme, la psychologie masculine, là, comment on peut améliorer, si on veut, notre masculinité par notre psychologie? Moi, je crois que maintenant, l'homme qui veut chercher peut trouver, parce qu'avec l'Internet, toutes les bibliothèques qui existent, il n'y a même plus besoin de sortir de chez lui. Il y a accès à peu près à tout ce qui existe sur la psychologie masculine ou féminine. Celui qui veut vraiment apprendre à se connaître ou apprendre à connaître le sexe opposé, il a accès à toutes sortes de renseignements. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Qu'est-ce que je devrais chercher? Prenons l'exemple que tout le monde connaît, ou presque, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai lu ça, là, John Gray. Je me suis dit, comment ça se fait que ce gars-là, il connaît ma femme autant que ça? Là, puis il dit, comment ça se fait qu'il me connaît autant? C'est un homme, tu sais. Évidemment, lui, c'est un psychologue ou un psychiatre, je sais pas quoi, là. Et quand j'ai fini de lire le livre, je disais à ma femme, je t'invite respectueusement à lire ce livre-là.
Premièrement, tu vas apprendre à mieux me connaître en tant qu'homme, puis je pense que tu vas apprendre à mieux te connaître en tant que femme. Et quand elle a lu ça, elle a eu sensiblement la même réaction. Comment ça se fait qu'il me connaît autant que ça? Mais comment ça se fait qu'il te connaît autant que ça? C'est ça. Ça a été sa réaction. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en pratique après avoir lu ce livre-là. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais il y en demeure pour moi qu'on est égaux, mais on est différents. C'est la femme qui porte l'enfant, c'est pas l'homme. C'est la femme qui le nourrit au sein, c'est pas l'homme comme principe. C'est bien évident. Comme exemple, un homme, il pourrait faire quoi, par exemple? Ben, prenons un exemple. La femme arrive le soir, ben, elle commence à raconter sa journée, puis elle se plaint. OK? Nous autres, on est des trouveurs de solutions. Oui, puis vite en plus. Vite. Ouais. À chaque fois qu'on va y trouver une solution, on l'éloigne de soi. OK. Ce qu'elle a de besoin, c'est partager ce qu'elle a vécu dans la journée, puis nous autres, d'écouter. Sans solutionner. Oui, je te comprends. OK. Sans lui trouver de solution. On n'en veut pas de solution. Elle veut juste le dire. Elle veut le partager. Et nous autres, vu qu'on est des trouveurs de solutions, ben on y rentre dedans, puis on y trouve des solutions, puis on y trouve des solutions. Puis c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de partager. C'est pour ça que la majorité des femmes ont beaucoup d'amis de filles. Ils partagent entre eux. C'est vrai, hein? Quand on regarde des hommes entre eux puis des femmes entre elles, c'est pas du tout la même chose. C'est quand même le jour et la nuit. Nous autres, les gars, en général, je parle toujours en général, il y a des exceptions. Quand nous autres, on a un problème à vouloir solutionner, on se renferme dans notre caverne. Oui, c'est ça. On se replie sur nous autres mêmes. Mais la femme, elle a tendance à vouloir le partager avec les gens qui l'entourent. Un des meilleurs exemples, vous en allez en auto, puis la femme a dit, t'aurais dû tourner ici. Puis toi, tu dis, ben non, je peux tourner là-bas. On a de la misère à ce que quelqu'un nous trouve nous-mêmes nos solutions. Ben oui. Et souvent, c'est elle qui a raison d'en trouver une solution. Ben oui. Et évidemment, c'est une perpétuelle recherche, une perpétuelle démarche. La formule magique ou idéale ou parfaite, elle n'existe pas. Non, c'est chaque individu. Mon fils me disait récemment, les femmes, c'est compliqué. J'ai dit, Tom, ça dépend des femmes. Puis ça dépend du gars qui vit avec une femme. C'est compliqué si tu sais pas, si t'as pas de manuel d'instruction. Ben oui. Mais c'est pas compliqué si tu l'as de manuel d'instruction. Regardez, ça fait pas des siècles. Parlons juste de sexualité. Que ce soit l'homme et la femme. On est élevé dans une ignorance complète au niveau sexuel. Ben oui. Je parle une réprimande. Je parle dans mon temps, puis j'ai pas 300 ans. Oui. OK? Fait que là, tu t'en vas dans une relation de couple, puis si tu t'es pas le moindrement, puis je parle pas là de regarder des films 3D, de regarder des films porno qui sont complètement fictifs, en général, si tu t'es pas le moindrement informé d'une façon constructive, t'arrives comme deux aveugles d'un champ de mine. Ouais. Là, t'espères que ta relation va fonctionner. En général, on n'a pas à blâmer la femme ni l'homme. On est deux ignorants qui s'en vont ensemble dans un chemin parsemé de mines. Ben ouais, c'est comme deux amateurs qui essayent de faire un job professionnel. Exactement. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais conduit à vitesse, puis il tombe d'une voiture à vitesse, c'est au conduit automatique. Oui. Quand il tombe sur un manuel, il y a de la misère. Quand il tombe sur un manuel, il y a de la misère. Alors, l'idée là-dedans, c'est... Écoutez, à travers mes 8000 conférences dans ma vie, je n'ai fait des tonnes de conférences. Je comprends. Je posais la question aux gens. Écoutez, on est 800 personnes dans la salle. OK? Je dis, mettons qu'il y a 60% de femmes, 40% d'hommes. Les gars, levez vos bras, ceux que vous avez lu des livres sur la psychologie de la femme. Il ne doit pas en avoir grand. Il y en a 400 hommes dans la salle. Là. Ouais. Il y en a 500. Quand j'ai trop de doigts de ma main droite là, pour les compter. Ça me surprend pas. OK? Alors, je dis, mesdames, vous là, combien d'entre vous ont lu sur la psychologie de l'homme? Il y a plus de femmes que d'hommes qui lisent sur la psychologie de l'homme. Là, je dis aux gars, arrêtons de se blâmer, mais les gars, vous allez vous acheter une voiture, vous allez lire le livre d'instruction, vous allez vous acheter une télévision ou un appareil pour brancher sur votre télévision, vous avez un livre d'instruction. Puis là, vous souhaitez faire une vie harmonieuse avec une femme ou avec un homme, puis vous y allez à l'aveuglette. Ouais. Il n'y a pas de succès. En répétant les erreurs de papa et de maman. Ou les mêmes que toi, tu fais depuis toute ta vie. On est en 2014, puis mon fils de 18 ans, il dit, papa, j'ai de la misère à comprendre ça, une femme. Il est en 2014, il dit, Tom, il va falloir que tu lises, mon gars. Ben oui. Il
Vois-tu, Lise? Ben ça, c'en est un bon exemple, là, les livres de John Gray, hein, il en parle de ça. Entre autres. Là, si on parle de, une femme, par exemple, qui veut aider son mari à s'améliorer, le mari dit ou fait quelque chose qu'elle apprécie ou qu'elle trouve beau ou bon, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'assurer qu'il continue? Autrement dit, un exemple banal, il a fait à souper. Puis il n'est pas habitué de faire à souper, là, puis il n'est pas sûr s'il l'a fait comme il faut. Évidemment, je vais vous parler d'une femme auteure qui s'appelle Catherine Ponder, Oui. qui est une auteure absolument extraordinaire. Catherine Ponder, selon elle, puis là, c'est une femme qui parle d'une maman, donc elle a déjà eu une vie de couple, elle aussi. Ouais. Sans dire qu'elle C'est était... pas les lois infaillibles, c'est quoi qu'elle Les lois dynamiques de la prospérité. C'est les lois dynamiques, oui. Et Catherine Ponder dit la chose suivante. Prenons la vieille expression. Ce que femme veut... Oui, Dieu le veut. Ouais, OK. ouais. Une femme peut faire d'un homme un saint Ou un bandit. ou un bandit. En arrière d'un grand homme, Une grande femme. moi je dis à côté, c'est un plus beau portrait. Ben oui, c'est vrai. OK. Évidemment, on en prend et on en laisse. Des formules toutes cuites, magiques, 2 plus 2 font 4. C'est juste en mathématiques que ça marche comme ça. Là. Elle a dit la chose suivante. En général, quelqu'un de bonne volonté, un homme de bonne volonté, une femme de bonne volonté, OK, a besoin de se faire dire merci pour l'effort que tu as fait, même si l'effort n'est pas parfait. Oui, oui, oui. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. Catherine Ponder raconte la chose suivante. L'homme, c'est un gaffeux. Tout ce qu'il entreprend, c'est une gaffe. Et tout ce qu'il entend dire de sa femme, ça me surprend pas. Tout ce que tu entreprends, ça revire au vinaigre, c'est une gaffe. Ouais, Okay? ouais. Puis là, le gars, lui, il se sent tellement diminué qu'il dit à sa femme, puis il dit à ses conseillers matrimoniaux, moi, je suis plus capable de vivre avec cette femme-là parce qu'il n'y a rien de ce que je fais qui est bon. Jamais correct. C'est jamais correct. Ben ouais. Jamais correct. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une femme, justement, qui est capable de reconnaître ça quand tu fais quelque chose de bon? C'est quoi qu'elle fait, elle? Et cette femme-là, c'est une histoire vraie là, que Ouais. Catherine Ponder raconte. Elle va voir Catherine Ponder, elle dit, je l'aime, mon mari, mais tout ce qu'il entreprend, c'est un gaffeux. Il veut se divorcer. Mm-hmm. Fait que là, Catherine, elle lui demande, c'est ça que tu veux? Ben, elle dit, non, c'est pas ça que je veux. C'est le père de mes enfants, puis je l'aime, mais tout ce qu'il entreprend, ça revire au vinaigre. C'est un gaffeux. Oui, mais comment ça fait d'années que tu lui dis ça? Mm-hmm. Ben, elle dit, j'ai toujours dit ça parce que t'as toujours gaffé. Elle dit, je vais te faire essayer une nouvelle formule. Une nouvelle formule, là, qui n'est pas un café instantané, qui n'est pas une tasse de thé. Mettons que ça fait 20 ans que tu vis avec cet homme-là, puis tout ce qu'il entreprend, c'est une gaffe, puis je le savais que ça arriverait comme ça, puis tu confirmes que c'est un gaffeux. Pendant les mois qui s'en viennent, pendant 1 an de temps, tu vas dire à ton mari, moi, là, j'ai confiance en toi. Tu es un homme de bonne volonté. Tu vas trouver une formule pour que ça marche. Elle m'a dit, je peux pas y dire ça. Ça marche jamais. Ben oui, mais Ouais. t'as tellement la certitude que ça marchera jamais, que le gars, lui, là, il est tellement sûr et certain que peu importe ce qu'il va faire, tu seras jamais contente. Il Et va ça s'en va- trouver une qui va être contente. C'est ça. Alors, l'histoire est vraie. Graduellement, elle dit à son mari, je te souhaite une bonne journée, puis peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver des solutions, j'ai confiance en toi. Peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver une solution, j'ai confiance en toi. Bon. À l'espace d'1 an, cet homme-là a changé du tout au tout. La majorité des choses qu'il entreprenait, il réussissait, il a reviré sa vie à l'envers, parce qu'il partait le matin avec... il n'est pas devenu un génie, là, Einstein et Edison en Non. 24 heures. Là. Non, mais il y a eu sa muse. Il y a eu une femme pour l'inspirer. Et d'où vient le mot muse, Mario? Mhm. Une muse, c'est quoi? C'est quoi une muse? Une muse, c'est une inspiratrice Une inspiratrice. Pourquoi les hommes se prennent des maîtresses? pour être inspiré. Pour être Pourquoi les femmes se prennent des amants? Pour être inspiré. Non, pour avoir Pour- de la tendresse et de l'affection Et pour qu'elle puisse inspirer. pour qu'elles puissent inspirer. Bon, alors, on parle de santé psychologique, Ray. On parle des hommes et des femmes. On parle de la différence entre les deux. Puis là, tu nous expliquais une situation où, justement, la femme pourrait dire à son mari, j'ai confiance en toi et je sais que tu vas trouver une solution, puis tu vas réussir. Puis là, on a JP, notre technicien en chef ici, qui dit, oui, mais
Tu sais, parce que pendant la pause, on jase, nous autres aussi, hein? Puis là, il dit, oui, mais qu'est-ce qui arrive si la fille, elle pense pas? Mais là, c'est sûr que ça peut arriver au début, vu qu'il y a toujours les preuves. Fait que moi, je pense que c'est possible que la fille ait focusé surtout sur les gaffes, mais qu'entre les gaffes, il en a fait des affaires qui étaient correctes, le gars. Il a juste pas eu de focus là-dessus. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Ray? Mais je vous dirais pas que la transformation va se faire dans 24 heures, là. Oui, c'est pas sûr. du tout, là. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'1 an tout à l'heure, là. Tu peux pas donner confiance en quelqu'un. C'est pas une piqûre, là. Ça va prendre un certain temps. Ça s'appelle de l'apprivoisement. Ça s'appelle de la douceur. Ça s'appelle de la tendresse. Ça s'appelle de la suggestion. Ça s'appelle de l'autosuggestion. Ben oui. Ça se fera pas instantanément. Mais on sait qu'avec le temps, ça va avoir un effet. Oui. Je parlais tout à l'heure dans la pause. Tout le monde connaît Thomas Edison. Ben oui. Le monde Thomas Edison, c'est un génie de la lumière. Je m'excuse. Thomas Edison, quand tu es allé en mettre au primaire, les 3 premiers mois, là, il y a eu tellement de la misère que la maîtresse d'école a dit à sa mère, votre fils, il est pas assez intelligent, il est pas vite, il apprendra rien. Je vous le retourne à la maison, il fait perdre le temps de tout le monde. Oh boy. Sa mère, puis j'invente rien, Ouais. sa mère a dit, je m'excuse, mon fils, il est très intelligent, mais il a besoin de plus de temps qu'un autre. Alors OK. moi, je vais m'en occuper de mon fils. OK. Alors elle a pris en main la psychologie de son fils. Elle lui a dit, Thomas, tu es intelligent. Et c'est correct si tu prends plus ton temps que les autres. C'est correct, mon gars. Elle lui a donné la permission. Sois patient, mon gars. Recommence. Écoutez, Thomas Edison, avant de nous donner la lumière comme on la connaît jusqu'à un certain point, a fait 10 000 expériences considérées par le peuple comme étant des erreurs. Mais Thomas Edison dit, moi, j'ai jamais fait d'erreur. J'ai trouvé des méthodes qui ne fonctionnaient pas. Et de méthodes qui ne fonctionnaient pas, j'ai fini par trouver une méthode qui fonctionnait. Et ça a pris 10 000 méthodes qui fonctionnaient pas. Alors, c'est-à-dire que c'est pas parce que mon enfant ou mon mari ou ma femme est plus lent qu'un autre, qui est pas correct, qui est pas normal. C'est souvent ceux qui sont les plus lents, qui prennent plus leur temps, qui ont souvent, à court, moyen et long terme, le plus de résultats. Les trop vite, ils se tendent. Oui, il Vous savez, lâche en cours. regardez, la lièvre et la tortue. C'est toujours Ben la oui. tortue qui gagne. Pourquoi? Parce qu'elle prend son temps. Mais oui. Alors, c'est sûr que, je le disais aussi dans la pause, ça prend quand même un homme de bonne volonté, puis ça prend une femme de bonne volonté. Là. Oui, oui. Ça prend, vous savez que le jour où l'homme il perd l'admiration de sa femme, il est fini. Là. Mais oui. Il est fini. Là. Je reviens même à réfléchir à devenir riche. Napoleon Hill, il a interviewé 500 magnats de l'industrie de la finance américaine. Oui. Ces 500 hommes de différentes cultures, de différentes religions, ont tous dit que le rôle d'une femme dans leur vie a été primordial pour réussir. Quand je dis le rôle d'une femme, je ne parle pas nécessairement une conjointe. Non, ça des peut fois, être, c'est ça peut être la leur mère, mère, ouais. ça peut être la conjointe, ça peut être la Mais maîtresse. l'énergie ça peut être féminine. L'énergie féminine. Il y a des mères qui ont tué leurs enfants parce qu'ils leur ont dit « J'ai pas confiance en toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie. » Puis il y a des mères qui, en plus d'avoir Tuer donné... psychologiquement. Oui, en plus d'avoir donné naissance à leurs enfants, leur ont donné naissance mentalement en disant « Mon fils, j'ai confiance en toi. Indépendamment de ce que tu vas faire, tu vas réussir. » Comme des pères avec leurs filles. Mais oui. Et évidemment, on n'a pas été élevé comme ça. Alors, mais c'est pas parce qu'on n'a pas été élevé comme ça qu'on est obligé de rester ignorant. Mais non, c'est sûr. Moi, je dis à mon fils, je dis à mes enfants, mes filles, les filles, les gars, indépendamment de ce que vous ferez, vous allez réussir. Indépendamment de ce que vous ferez, vous allez réussir. Vous êtes des gens intelligents, vous fonctionnez différemment des autres, vous allez réussir, point. Pas réussir de la façon que papa aimerait que vous réussissiez, mais réussir en fonction de ce que vous autres, vous voulez réussir comme principe. Et j'ai 6 enfants, il n'y en a pas un qui est pareil. Ben, c'est sûr. Ils réussissent chacun à leur façon, dans leur domaine. Ben oui. Les gens qui nous écoutent, c'est la même chose pour eux autres. Alors, si vous en avez des suggestions, des commentaires, des idées que vous voulez partager ou des choses qui sont passées, que vous avez réglées, n'importe quoi comme ça, vous pouvez nous rejoindre au téléphone au 450-680-1570, 450-680-1570, ou le sans frais 1-866-895-3142, 866-895-3142, ou par courriel production@radiomieuxêtre.com. Bon,
Bon, fait que merci, Ray. Je trouve ça bien intéressant, hein, parce que... Ça ne veut pas dire que je possède la vérité, là, non, mais mais... tu as une partie des éléments qu'on doit comprendre pour garder notre... en anglais, on dit sanity, d'être sain d'esprit. Notre santé mentale. Santé mentale. Moi aussi, dans ma vie, j'ai eu des périodes difficiles. Ah oui. Je vis avec la même femme, la même conjointe depuis 30 ans. Puis, dans les périodes difficiles, ma conjointe me dirait, on va s'en sortir. J'ai confiance en toi. Ça change tout. Je sais pas comment, mais j'ai confiance en toi. Tu vas. Puis même dans des périodes, elle m'appelle son homme miracle. Ah ouais. You're my miracle. Elle m'appelle my miracle. Wow. Wow. Fait que toi, c'est sûr que tu as la drive pour faire n'importe quoi. Regarde, moi, là, je suis un faiseur de miracles pour elle. Fait que je t'ai inspiré par elle. Mais oui. Puis ma mère a dit, elle était comme ça avec moi aussi. Ouais. Fait que moi, j'ai été privilégié d'avoir une mère et une grand-mère qui avaient confiance en moi envers et contre tous. C'est sûr que j'ai cherché une conjointe qui avait confiance en moi malgré les apparences. Ben oui. Moi, je suis loin d'être parfait, là. J'en ai fait des erreurs dans ma vie, là. Mais c'est sûr que je me suis pas levé un matin en disant aujourd'hui, ça va tellement bien, il faut que je fasse une erreur, c'est pas nécessaire. Mais c'est arrivé de mille et une façons. Puis ma femme m'a toujours dit, Christine, regarde, j'ai confiance en toi. Je ne suis pas inquiète, j'ai confiance en toi. Tu vas trouver des solutions. T'es mon homme miracle. You are my miracle. Hey, moi, je pars, là, puis je cherche des solutions, puis j'en trouve des solutions. Ben, c'est sûr. Tu sais? C'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'étais pas tout seul. C'est comme si j'avais une responsabilité. Ouais. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait confiance en moi. Mais il y a plusieurs années, on avait commencé à travailler sur une idée pour un livre et ça s'est transformé avec le temps, mais ça parlait justement des hommes et des femmes, des différences, des distinctions. Puis tu m'avais dit que, je vais te laisser le dire, là, les hommes sont spirituellement... Si on parle spiritualité, on parle amour. Oui. OK? Si on parle un petit peu d'histoire. Puis là, ce que je veux dire, je dis ça avec beaucoup d'humilité puis de respect. Revenons à l'histoire de la France. Oui. OK? Qui est-ce qui a parti de la Révolution française? Les femmes... les courtisanes. Les courtisanes, oui. Pourquoi? Ben, parce qu'ils étaient tannés de voir leur mari puis leurs enfants se faire tuer. À la guerre. Et les courtisanes ont dit... Nous ne fabriquerons plus de chair à canon. Ouais. Et là, évidemment, ça a créé une révolution sociale. Et ainsi de suite. On connaît la fin de l'histoire, Marie-Antoinette, et ainsi de suite, la guillotine et tout. Et quand on parle spirituel, on ne parle pas de religion. Quand on parle spirituel, on parle d'amour. Okay. On parle de tendresse, d'affection. Et un homme est génétiquement conçu depuis des siècles et des siècles à faire la guerre et mourir dans l'honneur de la guerre. OK. Et on honorait nos fils quand ils mouraient à la guerre. Ouais. Et les fils qui ne voulaient pas aller à la guerre, on les déshonorait. Ouais. Mais pour une mère, c'est deux fils pareils. C'est pas un honneur d'aller d'aller donner son fils pour qu'il aille mourir à la guerre. Mais ouais. C'est pas un honneur. Pour une mère en général. Ouais. Okay, bon. Alors, les hommes qui sont stériles spirituellement, ce sont les meurtriers. OK. Ce sont ceux qui tuent leurs enfants et les enfants des autres. Les hommes qui sont élevés spirituellement cherchent des formules pour éviter la guerre, pour éviter de tuer les enfants des autres. Mm-hmm. Alors, mais un homme qui est spirituellement stérile, c'est un homme qui n'est pas influencé par une femme. Il peut être une mère ou sa femme ou sa conjointe, n'importe quoi. Et que lui, il s'en fout de tuer les enfants des autres. Puis même, il se fait un honneur que son fils soit mort à la guerre. Ouais. Excuse-moi. Il prend ça comme un honneur. Il prend ça comme un honneur parce que pour lui, la vie est basée juste sur l'honneur, non pas sur la perpétuité comme principe. Alors, tandis que les femmes, eux autres, c'est eux autres qui l'ont porté le bébé, garçon ou fille. Mm-hmm. Ils l'ont porté pendant 9 mois, ils l'ont allaité, et ainsi de suite. Alors, pour eux autres, les Françaises, les Européennes, à l'époque, ils ne voulaient plus faire de chair à canon. Ouais. Et les courtisanes étaient les maîtresses des princes, des ducs, des ci, des ça. Ils ont dit, regarde, nous autres, là, si vous continuez comme ça, là, on ne fait plus d'enfants, c'est fini. Wow. Alors, ils ont fait la grève des bébés. Wow. Ils ont fait la grève des bébés. C'est là que ça part. Évidemment, c'est folklorique, c'est romancé, c'est poétique, mais on comprend. Il y a eu des pleurs et des grincements de dents là-dedans. Là. Il y a eu des viols, il y a eu un paquet d'affaires. Mais il en demeure pas moins que, prenons un exemple global. En Amérique du Nord, depuis que la femme a le droit de voter, les gouvernements ne sont plus les mêmes. Ouais. Et la femme s'est battue pour le droit de vote en 1920-25 aux États-Unis. Il y a des femmes qui ont été torturées.
Ouais. pour abandonner leur campagne. Bannis, gavés en prison. Ouais. Et finalement, le Sénat a été renversé par une voix. Ouais. Il y a un film qui est fait là-dessus qui s'appelle Ces femmes aux mâchoires d'acier. Ouais. Alors, au Canada, dans les années 20-25, les femmes ont eu le droit de vote. Au Québec, c'était en 1945, je pense. Ouais. Je me rappelle, tu m'avais montré les anciens billets de 50 $. Si vous retrouvez un vieux billet de 50 $, puis là, on a en plastique, là, mais des vieux, en papier. Ça fait pas longtemps, là. Sur l'endos du billet, c'était écrit tout petit, là. Ouais, c'était comme un livre. La page d'un livre, c'était marqué « Les femmes sont des personnes. » Les femmes sont des personnes. Women are persons. Ouais. Puis là, personne ne voyait ça aux presses. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Ah ouais, moi, je me rappelle quand tu m'as montré ça. Vous allez sur l'Internet, vous allez trouver ça. Et d'où vient cette histoire-là? C'est deux femmes dans l'Ouest canadien, Saskatchewan, je crois. Elles veulent se présenter au Sénat. Elles veulent être sénatrices. Puis là, le Sénat canadien dit non, les femmes ne peuvent pas être sénatrices, ce ne sont pas des personnes. Juste les personnes ont le droit d'être sénateurs. Ouais. Alors, ces deux femmes-là, à l'époque, évidemment, l'Angleterre avait beaucoup d'incidence sur le Canada, sont allées à Londres, sont allées faire une motion aux Lords de Londres, puis ont demandé aux Lords de Londres de renverser la Constitution canadienne pour donner aux femmes l'épithète, si vous voulez. Ouais. Les femmes sont des personnes. Donc, vu qu'on est des personnes, on a le droit d'être sénatrices. C'est ça. Et ces deux femmes-là sont devenues sénatrices. Elles se sont battues pour être reconnues comme des personnes. Et ça fait pas des siècles. Mais non. On est en 1914, ça fait même pas 100 ans, où les femmes n'étaient pas des personnes au niveau du gouvernement canadien. Alors, ça fait pas longtemps. Là, on parle de 2000 ans après Jésus-Christ, puis 2000 ans avant Jésus-Christ. Là. Ça fait pas 100 ans, puis les femmes ont le droit de vote au Canada. Alors... ça a changé depuis que les femmes ont le droit de voter. Ben oui, évidemment. Puis je pense que c'est un plus pour tout le monde. On a des avantages à avoir des femmes au pouvoir parce qu'ils pensent pas tout à fait comme nous. Puis nous, on peut en apprendre beaucoup. On peut apprendre les uns des autres, évidemment. Absolument. Parlons maintenant du concret. Là. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé psychologique? Y a-t-il des exercices? On a parlé peut-être de la méditation, l'attitude. Bon, qu'est-ce que tu suggères? Je reviens à Réfléchissez et devenir riche et à tous ces enseignements-là. Selon Napoleon Hill, il y a même un chapitre dans Réfléchissez et devenir riche, ça s'appelle l'autosuggestion. OK. Il faut apprendre à s'autosuggestionner d'une façon constructive. OK, comme exemple? Exemple, notre dicton. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ben oui. Bon. Si je veux rester en santé physique, il faut que je commence par apprécier mon corps. Ben oui. Apprécier tout son fonctionnement sur tous les plans. Ça a l'air puéril, ce que je vous dis là, mais c'est important. Si on va un petit peu plus loin, puis on extrapole. Quand les femmes développent le cancer où? Ben, souvent, c'est le sein. Après? Les ovaires. Les ovaires, oui. L'utérus. Oui. Okay. Les hommes? Prostate. Testicules. Testicule, prostate. Okay. En général, OK? Pourquoi? Regardez, depuis des siècles, même pas des siècles, encore aujourd'hui, on discrédite la féminité dans ces cycles. Oui. Et l'homme discrédite ses performances dans ces cycles. OK. OK, la femme a sa ménopause, le gars, il a son andropause. Oui. Et à part que, je parle pas de pornographie puis de films 3X, là, on n'a pas élevé vraiment nos corps à un état de gratitude sur nos fonctionnements sexuels. OK. Pas du tout. Au contraire, on nous a appris que c'était malsain, c'était de l'abus, autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, quand il y a un rejet de notre identité, le corps accepte le rejet et s'auto-rejette. OK. S'auto-rejette. Ça s'appelle l'autosabotage de mille et une façons. OK. On est en 2014. On le sait que la cigarette donne le cancer. C'est prouvé scientifiquement en quantité industrielle. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des jeunes femmes et des jeunes hommes, des beaux garçons, des belles filles qui fument encore? Si ce n'est pas de l'autodestruction consciente ou inconsciente, comme principe. Alors, le jour où on s'auto-rejette, c'est le jour où le corps se rejette. OK. Tu sais, on a déjà parlé de ça. J'en ai plein le dos. Les gens ont mal à la colonne vertébrale. Ben oui. Ou c'est tout sur mes épaules, ils ont mal aux épaules. Sur mes épaules, exactement. Ce qu'on a de la misère à accepter aussi, c'est que
On a hérité d'un bagage génétique corporel, mais on a hérité d'un bagage émotif aussi. Ouais. Dans mes cours, à moi, je partage une opinion. OK. On est tous des êtres d'émotion. Il n'y a pas d'énergie sans émotion. Il n'y a pas d'émotion sans énergie. Mais quelle est l'émotion originelle que nous avons vécue en tant qu'homme et en tant que femme, Mario? Originel, tu veux dire avant d'arriver au monde? Ou Oui. quand on arrive? Non, avant d'arriver au monde. L'amour. Quand on est conçu. L'amour. Quand on est conçu. C'est la première émotion que tu vis. Quand tu es conçu, cette union entre l'homme et la femme, elle est bien ou elle est malsaine, ou elle est inconsciente, ou forcée, ou voulue, ou n'importe quoi. C'est la première émotion que tu vis. OK. Première. Parce qu'il n'y a pas de vie sans émotion. Il n'y a pas de vie sans vibration. L'émotion de mes parents. De la conception. OK. Pendant la conception, leur émotion, c'est mes émotions. Dès l'instant que le spermatozoïde et l'ovule sont devenus ensemble, parce que ça prenait de la vibration pour qu'ils se rejoignent, ça prenait de l'énergie. Ils se sont joints physiologiquement aussi, mais ils se sont joints aussi énergétiquement. Émotivement. C'est la première émotion je comprends. que l'être humain a vécue. OK. C'est une opinion. Oui, je comprends. Mais après ça a du sens. Hein? Après ça, c'est la grossesse. Ouais. Est-ce que ça a été une joyeuse grossesse? OK. Ah ben lui, je l'attendais pas. Ah. Elle, je l'attendais pas. C'est un accident. C'est un accident. Hey boy. Ou c'est rendu le 10e ou le 3e ou ça faisait pas partie de mes plans. Ouais. Elle est venue sur le tard, il est venu sur le tard. Ouais. Mais la grossesse, la mère qui porte cet enfant-là pendant un mois de temps, elle a vécu ça comment émotivement? Était-ce une joie ou était-ce un calvaire? Ouais. C'était quoi? L'enfant, lui, qui est une page blanche, qui est une éponge, est imprégné de cette émotion-là. Est-ce que sa relation de couple est bonne ou pas bonne? Ouais. Est-ce que il y a des pères qui sont partis durant la grossesse de leur enfant? Ouais. Ou est-ce que le père, lui, fait vivre du stress indûment à la mère pendant qu'elle est enceinte? Puis on sait très bien scientifiquement aujourd'hui que le père a une influence même si c'est la grossesse de sa femme. Le bébé leur sent, on le sait maintenant. Alors, il y a eu un accouchement. Est-ce que c'était joyeux ou pas joyeux? Est-ce que le père était là ou n'était pas là? On se disait, mon Dieu, encore un autre enfant. Ça coûte cher, les enfants. Uh-huh. Alors, tu sais, des idiots, là, dans l'entourage, des ignorants, ils disent, un autre enfant, ça coûte cher. Moi, des enfants, je peux pas en avoir trop, ça coûte trop cher. Mais toi, t'es un enfant, t'entends ça, t'as aucun mécanisme de distance, tu dis, moi, je coûte cher. Ouais. Je coûte cher à mes parents. Ouais. Regarde. Peut-être j'aurais pas dû être là. Peut-être j'aurais pas dû être là. Ça a l'air niaiseux, ce que je vous dis là, mais il en demeure pour moi qu'on est récipiendaire de ces émotions-là. Ben oui, puis on traîne ça, même des fois, jusqu'à l'adulte, là. On traîne ça jusqu'à la mort. Ben oui. Et c'est pour ça que dans certains cours qu'on donne, on va dire, si t'es le fruit d'un viol, parce que t'as deux sortes de viols, t'as des viols vraiment criminels. Oui. Mais un couple en relation, des fois, il y a des femmes qui se font violer malgré les autres, là. Ben oui. On le sait, des viols légaux, là. L'enfant qui est issu d'un viol, comment est-ce qu'il va interpréter, lui, sa conception, sa grossesse, sa naissance et tout le kit complet? Il faut qu'il s'élève d'une coche. Il faut qu'il soit capable de s'inventer une histoire en disant, mais l'univers, dans son imperfection, dans sa presque perfection, a choisi un père et une mère, et me voilà parce que j'ai une mission remplie sur Terre. Ben oui. Sans ça, je ne ferais pas là. Facile à dire, à faire ces deux, évidemment. Moi, je ne suis pas le fruit de ça comme tel, puis je suis bien content aussi, puis je ne souhaite pas à personne de l'être. Mais si tu l'es, tu fais quoi? Tu sais, ça prend quelqu'un de libre pour libérer des esclaves. Ben, c'est ça. On n'est pas foutu nécessairement. Non, on n'est pas foutu. On a le pouvoir de se recréer émotivement. Oui, puis même notre ADN, parce que avec le pouvoir de la méditation, c'est prouvé maintenant que quand on médite, on crée la neuroplasticité. Des fréquences. On crée des nouvelles connexions, des nouvelles fréquences dans le fond, et ça change notre ADN. On peut absolument maintenant modifier notre ADN. Notre cerveau. Par la méditation. Exact. Et si on peut faire ça, on peut aussi moduler ou réguler nos émotions. Et donc, ça va affecter notre psychologie. Absolument. C'est sûr que c'est tout connecté ensemble, tout ça. Oui, mais les gens vont on veut aller sur l'Internet puis aller voir neuroplasticité, puis ils vont trouver toutes les dernières recherches neurologiques là-dessus. Ben oui. Puis quand on parle de méditation,
méditation, il y en a bien des sortes de méditation. Moi, j'ai utilisé la méthode de Wayne Dyer, qui est un de mes gourous, si on va appeler ça comme ça, là, quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, puis j'ai adoré apprendre cette méthode-là parce que c'est simple et ça nous amène dans un état où on est un peu plus connecté, sans nécessairement être un moine tibétain puis méditer toute la journée. Là, je parle pas de ça. Je parle d'une technique simple où on utilise un son, qui est le Om. Tout le monde connaît ça, vous avez déjà vu ça. Là. Bon. Le Om, c'est une vibration qu'on vibre et ça nous calme. On peut faire ça 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Des fois, je fais ça, moi, je t'arrête à une lumière. Okay? Je suis dans l'auto, là, puis j'arrête à une lumière rouge, puis je commence à méditer. Puis sais-tu quoi? Il y a toujours un bon samaritain pour m'indiquer la fin de ma méditation. C'est ça. La lumière change. C'est ça. Moi, j'ai les yeux fermés, je médite. Et au bruit du son, tu t'es invité à décoller. Quand je reçois le signal de mon bon samaritain, ma méditation est terminée, je continue sur ma route. C'est ça. C'est que je me permets de prendre des moments pour respirer. Absolument. Si tu prends le temps juste de remplir tes poumons complètement, pas juste, tu sais, là, les petites respirations d'épaule, là, pas ça. Une vraie grande respiration, puis t'écoutes le son de l'air qui rentre dans ton nez, là. Tu l'entends. Ben, tu peux pas focusser sur 2 affaires en même temps. Absolument. Fait que ça surtout qu'on est des gars. En plus. Fait que ça t'amène à un recentrage dans le moment présent. C'est comme si tu viens te reconnecter dans le moment présent. C'est ça. Puis je trouve ça hyper important. Puis il y a des mots qu'on utilise aussi. On a parlé de Ho'oponopono, il y a les mots « je t'aime » et « merci ». Oui. Il y a quelqu'un qui souffre psychologiquement. Si on pense que juste avec des mots comme ça, on peut changer notre vibration, ben ça va changer comment on se sent aussi. Il y a Tony Robbins qui dit « It's a matter of state », c'est ton état. Il dit « Regarde le plafond en souriant, puis tiens ton sourire pendant 5 secondes, tu vas te sentir différent d'avant que tu commences. » Oui, absolument. Juste à regarder le plafond. Absolument. Puis Don Miguel Ruiz, dans les 4 accords Toltec, lui, ben, il parle des différents accords. Le premier accord, là, c'est bien important. Hein? Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire quoi, ça? Que votre parole soit impeccable. Premièrement, on émet des fréquences lorsqu'on parle, puis on émet des émotions aussi. Parce qu'on se parle à soi-même avant tout, hein? Absolument. On est dans notre tête à se parler tout le temps. Absolument. Fait que votre parole soit impeccable. Envers soi-même. Envers soi-même en premier. Et envers ceux qu'on aime et envers les autres. Envers tout le reste de la planète. Parce que si on condamne, on critique, on chiale, on magane avec nos mots quelqu'un d'autre, ben, moi, mon grand-père disait, quand tu lances de la boîte à quelqu'un, lui peut se tasser, mais toi, ta main, c'est sûr qu'elle est sale. Ah non, fait qu'imagine-toi une langue sale. Un autre disait, si tu donnes une rose à quelqu'un, il te reste de la senteur sur tes doigts. Ouais, puis je me rappelle pas qui a dit ça, mais le pardon, le vrai pardon, c'est l'odeur de la rose qui est restée collée sous ta semelle quand tu l'as piétinée. Exactement. Ça, c'est le pardon. Exactement. Fait qu'on va en revenir parce que quand on parle d'avoir une meilleure santé psychologique, c'est souvent qu'on a des histoires qu'on se répète constamment. Et ces histoires-là, on les rumine, hein? On les revire dans notre tête, puis on en reparle. Puis tous les événements qui nous sont arrivés, quand on trouve la façon de dire merci pour ces événements-là, c'est plus que pardonner, là. Pardonner, c'est sûr que c'est important. Puis bon, mais qu'est-ce qui vient après le pardon? Ben, on l'a déjà dit dans une de nos émissions. C'est ça, on l'a déjà dit. Là où il y a de la gratitude, le pardon est plus nécessaire. Absolument. Quelqu'un qui t'a fait avancer parce qu'il t'a donné une jambette, là. Tu lui as dit merci. Tu lui as dit merci. Le jour où tu lui as dit merci, ben là, tu arrives à comprendre, puis tes émotions changent parce que t'as plus la haine, la rage, l'écœurant. Puis c'est toi qui m'as montré ça quand il y a bien des années. Tu m'as dit, faut que tu saches dire merci à tes écœurants. Ils t'ont fait grandir. Ben oui, ils m'ont fait grandir. Certains, je trouve ça tellement merveilleux d'être capable de transmuter ça, de convertir ça. Il y a certains auteurs qui nous disent que on a des milliers et des milliers de pensées à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on pense aujourd'hui 95% des mêmes pensées qu'on a pensées hier. Ben oui, c'est 95%. Ben oui. C'est automatique. Ben oui. On pense les pensées de papa, les pensées de maman, les pensées du Journal de Montréal, les pensées de la radio, les pensées
des mauvaises nouvelles. On parle d'un drame, on pense à ça, et ainsi de suite. Puis on se rumine les mêmes affaires dans nos têtes. Tout le temps. On se fait un cinéma mental qui est loin d'être constructif. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vient nous rentrer dedans? Tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, on a une situation, quelqu'un qui décide là, de sortir ses grands chevaux, là, hein? Puis on en connaît des gens comme ça, peut-être pas vous là qui nous écoutez, mais vous en connaissez, c'est sûr. Imaginez que vous êtes dans une situation, quelqu'un comme ça qui vient vous piquer, là, hein? Puis là, il part, puis il lève le ton, puis il vous rentre dedans. Ben avant d'embarquer sur le même diapason que lui ou elle, là, avant d'embarquer dans la guerre, puis de se défendre, puis de justifier, puis d'essayer de faire comprendre quelque chose à l'autre qui est en crise, là, lui, il capote, il est parti, c'est parti là. Ben la technique est bien simple. Tu le regardes en te disant, pas en lui disant, en te disant, je comprends que tu souffres. C'est pour ça que tu agis comme ça. Tu es en douleur. Ça te fait agir comme ça. Hein? Tout Absolument. le monde le comprend. Oui. Alors, en disant ça, soi-même, remarquez bien ce qui se passe dans la physionomie de l'autre personne. Quand vous vous dites à l'intérieur de vous, je comprends que tu souffres. Je suis désolé que tu souffres. Je vais essayer de t'aider. Je comprends que tu souffres. Juste le fait d'être en compréhension de la souffrance de l'autre, l'énergie, la vibration change. Oui. Puis on peut le remarquer directement dans le comportement de l'autre personne. Oui. Des fois, là, ça arrive quand les gens font ça, quand on dit ça dans notre tête, c'est comme si on accepte qu'ils souffrent. Hein? On l'accepte pour eux parce que eux, ils savent pas qu'ils souffrent. Ils savent pas quoi faire avec. Ils sont dans un mode réactif. Ils nous piquent, ils essayent de nous blaster, ils essayent de nous descendre dans leurs émotions. Alors, en disant ça, on comprend leur souffrance, on comprend que ça... On neutralise cette fréquence-là. Exactement. Et dans philosophie hawaïenne, Ho'oponopono, Dr. Len va d'une autre forme de compréhension qui s'assemble, ça ressemble. Mm-hmm. Inconsciemment, on a attiré ces gens-là dans notre vie. Ouais. Inconsciemment. Oui. OK? Alors, Dr. Len va dire la chose suivante. Qu'est-ce qui est en moi qui fait que j'ai attiré ce genre de circonstances-là en moi? Ouais. Alors, aussi vrai que je comprends que l'autre est en état de souffrance, je comprends que moi, j'ai attiré ça dans ma vie. Ça ressemble. Alors, il faut absolument que je me pardonne à moi, inconsciemment, d'avoir attiré cette circonstance-là dans ma vie. En fait, peut-être même qu'on pourrait aller une étape plus loin, plus que se pardonner, se dire merci d'avoir l'occasion d'influencer les émotions de quelqu'un d'autre qui, lui, il ne sait pas qu'il souffre. Et même les émotions qui sont en nous aussi en même temps. Oui. Alors, comme dirait le Dr. Len, merci de prendre conscience que je dois nettoyer cette fréquence-là, que je dois nettoyer cette mémoire-là. Comme Eckhart Tolle, dans son livre « Vive le moment présent », ici, là. La Nouvelle Terre. Oui, ça, c'est Nouvelle Terre. Ça, c'est la Nouvelle Terre. Et de guérir ces corps de souffrance, ces mémoires de souffrance qui reviennent constamment. Et on va s'apercevoir que lorsque on agit de cette façon-là, des situations aussi irritantes sont de plus en plus rares dans notre vie. Mais oui, parce qu'on... Ça arrive, mais sont de plus en plus rares. Parce qu'on a tendance à traîner ces affaires-là pendant longtemps. Hein, c'est une redondance. C'est ça. Vieille mémoire qui passe son temps à jouer dans notre tête, dans nos émotions, puis tout ça. Parce que quand on le voit, parce que quand on pratique ça, on le fait consciemment, puis on a des gens devant nous, moi, je l'ai pratiqué, je l'ai vu, l'effet, des gens qui sont sur leurs grands chevaux, là, ils sont prêts à se battre, les autres. Ah, définitivement. Sont dans le top. Mais quand on est conscient, quand on prend un moment de conscience, c'est ça qu'il explique dans son livre Nouvelle Terre, là, quand on parle du corps de souffrance, la seconde entre l'événement et ta réaction. C'est cette seconde-là, le moment présent dans lequel il faut être. C'est ça. C'est dans cette milliseconde-là, avant qu'on réagisse, qu'on peut se prendre sur le fait. Ouais. Puis de transmuter ça, puis de dire, OK, je comprends. Toi, tu es en souffrance. Mais je suis désolé que tu es en souffrance. C'est ça. Tu te dis ça dans ta tête. Puis je suis désolé d'être dans ton chemin, comme diraient les Orientaux. Si quelqu'un te frappe au visage, la première réaction d'un cerf oriental, c'est de dire, je suis désolé, j'avais le visage à mauvaise place. Ouais. Et tu fais un pas dans l'arrière. Facile à dire à faire ces deux parce que tout le monde a tendance à riposter d'une façon violente.
Ouais. Quand en réalité, le Sahara oriental lui dit « Oups, je m'excuse, j'avais le visage à mauvaise place, je vais faire un pas d'à côté, je vais faire un pas dans l'arrière. » Il fuit pas comme tel. Non, mais il laisse pas la chance à l'autre de le frapper une deuxième fois. De le frapper à nouveau, exactement. Alors, l'idée là-dedans, c'est de désamorcer cette bombe émotive-là. C'est ça. Mais si on le fait avec un élément de compassion, si Ouais. on le fait avec un de élément compréhension. de compréhension, puis de se dire aussi, faut être capable de voir plus loin un petit peu. Là. Ouais. Quelqu'un qui nous attaque, c'est pas vraiment nous qui attaque. C'est cette personne-là qui souffre, qui a trouvé ce moyen-là, parce que des fois, c'est des niaiseries. Hein? Des Ouais, fois, absolument. écoute, une pique à dire, il y a une niaiserie de rien. Regardez la rage au volet. C'est la somme totalité de toutes les petites frustrations qui fait que, bing, une bonne journée, la goutte renverse. Ben oui. Puis on dirait que les gens se sentent comme dans un char d'assaut. Oh oui, définitivement. Puis là, ils perdent complètement leur discernement puis leur raisonnement. Puis mais moi, ils j'ai perdent, appris dans le trafic... Vas-y. Non, vas-y, Oui. je t'en prie. Moi, j'ai appris dans le trafic, quand quelqu'un me coupe, j'ai dit merci. Un peu pour revenir à ce qu'on disait au début, là. Si tu transmets ça en quelque chose de positif, moi, c'était comme, bon, peut-être que dans 1 kilomètre, il y a une vanne qui m'aurait coupé. Absolument. Si lui m'avait pas coupé. Exactement. Puis là, j'aurais eu un accident. Exactement. Fait que ça peut être ça, la situation. Fait que moi, je dis merci. Changer notre cinéma mental. Voilà. De construire une autre réalité. C'est ça. Mais on le Comme voit principe. quand ça arrive dans la vraie vie, comme dans un couple qui est une prise de bec, par exemple. Quand un des deux a la conscience de désamorcer, on le voit que ça tombe, là, le feu s'éteint, puis bon, ça change la fréquence. Absolument. Ça en prend rien qu'un des deux. Je me souviens une fois, j'avais fait un très mauvais placement, puis c'était... Tu sais, quand on fait des mauvais placements, c'est pas toujours le fun. Ça fait plusieurs années de ça. Puis mon fils aîné, qui aujourd'hui a 44 ans, il avait 20 ans dans le temps, il dit « Papa, je suis tellement heureux que tu aies tout perdu ton argent. » Ah ouais. Là, il dit « Pourquoi tu me dis ça? » Il dit « Regarde, papa, c'est la première fois de ma vie, je vais prendre mes propres décisions. Je vais devenir un homme, puis je vais m'assumer à 100%. » OK. Il dit « Merci d'avoir perdu ton argent, papa. » Parce qu'il se fiait plus sur toi et ton argent. Et voilà. Ah. Puis moi, je faisais pour bien faire, évidemment, là. Il y avait besoin d'une cravate, il en achetait deux il y avait besoin de 2 chemises, il en achetait 4, et ainsi de suite. Je pensais pour lui. Là, il dit, regarde, maintenant, je vais penser pour moi-même, je vais m'assumer à 100%. Alors, j'ai converti ça. Alors, j'ai dit, malgré tout, parce qu'on vit pour ceux qu'on aime, on vit pour soi, oui, mais on vit aussi pour ceux qu'on aime. Merci. Cette situation-là va m'empêcher de continuer à corrompre mon fils. Ben oui. Du plan financier, je parle. Oui, puis aussi émotif et psychologique et tout le reste, parce que c'est tout connecté ensemble, là. Oui, parce qu'on le sait de toute façon, plus qu'on évolue, plus qu'on apprend, plus qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. On devient des meilleurs hommes, des meilleures femmes. Ben oui. Dans l'adversité. Ouais. Il faut convertir l'adversité en bénédiction. Oui, c'est après l'adversité qu'on comprend des choses. Puis des années après, non seulement on pardonne, mais on dit merci. Ouais. Parce que dans les adversités, on peut grandir. Absolument. Définitivement. Ça nous permet d'aller plus loin puis d'avancer dans nos vies quand on fait ça. Ouais. Alors, puis pour voir que ça fonctionne vraiment, c'est bien simple. La prochaine fois que ça va vous arriver, là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vient dans votre face, là, vous en mettre là, et puis vient vous essayer de vous pogner, là, puis t'as fait ci, puis t'as dit ça, puis t'as fait ci, puis t'as fait ça. Puis bon, quand quelqu'un est comme ça, là, au lieu d'essayer de convaincre la personne que votre point de vue est meilleur que le sien, ça. Au lieu de convaincre que c'est une erreur qu'a fait de vous accuser puis de vous juger, ce serait peut-être une bonne idée de commencer à faire ça. Je comprends que tu souffres. Je suis désolé que tu souffres. Puis juste ça, en dedans de vous, vous allez voir... Il y a un changement de vibration, un changement de fréquence. La personne change. C'est ça. Ça, c'est une clé, je pense. L'autre aspect, je pense que ça aide dans un couple, c'est d'éviter complètement, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de passe-droit, aucune insulte. Parce qu'on peut maganer quelqu'un psychologiquement en lui lançant des insultes. Absolument. Ça reste comme des cicatrices marquées à vie, des fois. Absolument. Donc, 0 insulte. On fait un pacte. On va chicaner, oui. On va être pas d'accord, oui. On va peut-être lever le ton, peut-être. Mais on se dira pas des blessures. On s'enverra pas des affaires qui peuvent rester. Fait qu'à la place, on va trouver pourquoi j'ai décidé d'être avec cette personne-là dans ce moment-là. C'est quoi qui m'a attiré avec cette personne? Il y a quelque chose, là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va mal, il y a un problème, il y a ci, mais pour qu'on soit aujourd'hui ensemble, il a fallu qu'une décision soit prise dans le passé. Pourquoi j'ai pris cette décision? Revenir à la base, autrement dit. Absolument. Il y a des raisons pourquoi on a décidé d'être avec cette personne-là. Puis plus tard, il est arrivé, on a découvert qu'il laissait traîner ses bas.
Bon, ben OK, mais lui, c'est le genre qui laisse traîner ses bas. C'est ça. Ben, aime tout le reste de lui, puis peut-être que le fait de ses bas, ben, passe par-dessus, parce qu'il y a bien d'autres qualités Absolument. que d'être un ramasseur de bas. Absolument. Lui, c'est peut-être pas le ramasseur de bas. C'est ça. C'est ça, mais il y a d'autres qualités. Il y a d'autres qualités. Ça m'est arrivé, moi, j'ai déjà eu une partenaire qui aimait pas bien ça. Ramasser tes bas. Ouais, c'est ça. Bon, ben alors, merci beaucoup, Ray. Ça a été très, très Merci, agréable. très honoré d'être ici. Merci, Jean-Paul.